Un salut très chaleureux aux membres de l'UTL de Tarbes et à tous ceux qui suivront cette conférence sur la vaccination, une arme de destruction massive contre les agents infectieux. Les vaccins ont été une des réussites les plus impressionnantes de la médecine, de la science et de la santé publique au XXe siècle. C'est toujours le cas et ça le restera de nos jours. Mais nous devons également faire face à la façon dont les populations et les sociétés perçoivent l'impact des vaccins. Mon but est de vous donner des informations claires, objectives, fondées sur des données scientifiques, afin que vous puissiez vous faire votre propre opinion sur l'utilité et l'efficacité des vaccinations. Et je n'éluderai pas les données sur les éventuels risques. Des récents sondages en France montrent la réticence de près de 50% de la population à se faire vacciner. Nous essaierons de comprendre pourquoi. Durant ma longue carrière, j'ai participé, surtout en Afrique, à la lutte contre des épidémies pour lesquelles la vaccination est une excellente arme. Fièvre jaune, méningite à méningocoque, rougeole, choléra. J'ai participé aussi à la mise en œuvre de programmes nationaux de lutte contre les maladies infectieuses, programmes nationaux de vaccination. Nous verrons aussi comment les stratégies peuvent évoluer dans le temps. Je voudrais donc, à travers plusieurs exemples personnels, vous faire partager mon expérience, vous montrer pourquoi je suis convaincu de l'utilité de la vaccination. Il y aura donc une alternance dans cette conférence entre mes expériences de terrain et le volet plus pédagogique et explicatif apportant des connaissances. J'insiste tout de suite sur l'importance de comprendre que la vaccination nous protège à titre individuel, mais aussi protège les autres, c'est sa valeur altruiste. Sur cette diapositive suivante, vous voyez qu'on meurt de certaines maladies infectieuses encore en France au XXIe siècle, alors que nous disposons, pour lutter contre elles, de vaccins efficaces. Voyons un peu de théorie sur le principe de la vaccination et sur les différents types de vaccins. Lorsque nous rencontrons pour la première fois un microbe, un agent pathogène, notre système immunitaire, par l'intermédiaire de lymphocytes, produit des anticorps et met en jeu des cellules tueuses afin de neutraliser et éliminer cet agent pathogène. Parallèlement se développe la mémoire immunitaire avec intervention des mêmes acteurs, anticorps et cellules tueuses. Lors d'une réinfection par le même agent pathogène, le système immunitaire mémoire reconnaît l'agent pathogène et agit immédiatement pour l'éliminer. Eh bien, la vaccination fonctionne sur le même principe, tout en évitant les dangers liés à la maladie. Lorsque nous recevons un vaccin, c'est-à-dire lorsque nous recevons un agent pathogène rendu inoffensif, il est introduit dans notre corps. Il ne nous rend pas malade, mais notre système immunitaire le neutralise et l'élimine, et parallèlement se développe la mémoire immunitaire. Ainsi, quand nous rencontrons un jour le vrai agent pathogène, notre système immunitaire le reconnaîtra tout de suite et l'éliminera. Quels sont donc les différents types de vaccins? Vous avez des vaccins vivants atténués. Vous voyez ici la liste de ces vaccins. Et ils donnent une excellente réponse immunitaire, car ce sont des vaccins vivants. Mais la limite, c'est qu'il y a des contre-indications, les déficits immunitaires et la grossesse, où il y a une baisse de l'immunité. Elle nécessite une conservation rigoureuse au froid, d'où la nécessité d'une bonne chaîne du froid. Il y a des vaccins inactivés, ce sont des agents pathogènes qui sont tués par la chaleur, les radiations, l'agent chimique. Donc vous voyez ici un certain nombre de ces vaccins. Ils donnent aussi une bonne réponse immunitaire avec une immunité qui est moins durable. D'où la nécessité d'utiliser des adjuvants qui sont des boosters de la réponse immunitaire. Il y a des vaccins qu'on appelle des vaccins sous-unitaires car ils sont formés à partir de fragments d'agents pathogènes purifiés. Ces fragments sont soit des fragments de protéines de l'agent pathogène, soit des fragments des protéines qui supportent l'antigène, comme dans le cas du papillomavirus. Et puis, il y a des vaccins qui sont faits à partir de la membrane polysaccharidique des bactéries, comme le méningocoque et le pneumocoque. Ils ont une excellente stabilité, une réponse immunitaire un peu moins forte,
moins efficace chez le nourrisson. C'est pour cela qu'on va utiliser la technique de conjugaison. Le polysaccharide va être lié à une protéine, permettant ainsi une bonne réponse immunitaire et une efficacité même chez le nourrisson. C'est le cas du pneumocoque ou de l'hémophilus influenzae B. Alors, les vaccins à base d'anatoxines, c'est tétanos et diphtérie qui agissent par leurs toxines. Ces vaccins ont une très bonne stabilité, une immunogénicité qui est un peu plus faible. Nouveaux types de vaccins comme les vaccins à vecteur viral, vaccins à adénovirus en particulier. L'adénovirus va jouer le rôle de transporteur de l'antigène vers les cellules où seront produits les antigènes seront délivrés et où la réponse immunitaire sera faite. C'est le cas du vaccin contre le virus Ebola et de 3 vaccins contre la COVID-19. Nous ne développerons pas ce chapitre sur les vaccins contre la COVID-19 parce que nous aurons l'occasion de faire une interview sur ce sujet. Donc, ces vaccins donnent une très forte réaction immunitaire, une protection durable, mais la technique est complexe et coûteuse. Le vaccin à matériel génétique, c'est les tout nouveaux vaccins. Je vous en parle juste pour expliquer un peu ce que c'est que ces vaccins à matériel génétique. Un petit rappel pour comprendre, l'ADN est le support de l'information génétique, il est situé dans le noyau de la cellule. Et dans un premier temps, la portion de molécules d'ADN correspondant à une protéine à produire est copiée sous forme d'ARN. Cet ARN messager quitte le noyau, passe dans le cytoplasme de la cellule où il est utilisé comme guide de montage de la protéine. Alors, sur l'enveloppe ou la membrane de certains agents pathogènes se trouvent des protéines, donc des antigènes, que le système immunitaire va reconnaître, permettant la neutralisation de cet agent pathogène. Et c'est par exemple le cas dans le SARS-CoV-2, où le système immunitaire va réagir contre une protéine de spicule de surface, la spike protéine. Eh bien, dans le cas de la vaccination ARN, on inocule l'ARN messager qui va pénétrer dans la cellule de l'homme et faire produire la protéine contre laquelle le sujet va être immunisé. Pour l'instant, on ne dispose d'aucun vaccin ARN messager chez l'homme, hors celui qui va être produit dans le cas de la COVID-19. Alors, les vaccins peuvent être combinés, associés. Vous voyez le ROR, très classique, rubéole, oreillon, rougeole, le DT-coque polio, qui peut être associé aussi à l'hépatite B et à l'hémophilus influenzae B. Évidemment, l'avantage, c'est qu'en une seule injection, vous allez donner une immunité équivalente à plusieurs injections. Alors, je vous donne un listing de l'ensemble des vaccins. Je vais un peu vite. C'est aussi une forme d'historique de la vaccination qui a commencé par la variole, la rage évidemment avec Louis Pasteur, et puis on est passé du vaccin injectable poliomyélitique au rotavirus en passant par le pneumocoque, le méningocoque. Au XXIe siècle, nous avons eu le vaccin contre le zona, le premier vaccin contre un cancer, le papillomavirus, cancer du col utérin, vaccin contre le méningocoque de type B, le Ebola vaccin à adénovirus et bientôt la COVID-19. Alors, je vais vous faire part un petit peu maintenant de mon expérience concernant mon travail de terrain. Jeune médecin, j'ai été affecté dans le sud du Sahara algérien comme chef d'un secteur sanitaire. C'était de 1972 à 1975, vous voyez, il y a 40 ans, et j'ai été confronté à 3 maladies épidémiques. D'abord, une épidémie de rougeole. À l'époque, il n'y avait pas de vaccin et j'ai vu sur le terrain les ravages de la rougeole avec une létalité de 10 à 15% chez les enfants de 6 mois à 2 ans, les autres étant déjà immunisés par les épidémies précédentes. Alors, la létalité, je le rappelle, c'est le pourcentage de décès parmi les cas de maladie. Parfois, il y avait des séquelles neurologiques. Nous avions comme seule arme les antibiotiques pour traiter les éventuelles complications bactériennes pulmonaires. Et j'ai pu voir ensuite l'efficacité de la vaccination sur le terrain plus tard. Il n'y avait plus de décès. J'ai été aussi confronté à des épidémies de méningite à méningocoque. À l'époque, il n'y avait pas de vaccin disponible, mais nous avions le traitement très efficace par antibiotiques,
que ce soit la pénicilline ou le chloramphénicol, à condition de pouvoir traiter les cas rapidement. Et c'était la limite de cette stratégie, avec une forte létalité du fait justement du retard au diagnostic. Lorsque j'étais au Burkina Faso plus tard, j'ai lutté contre des épidémies avec le vaccin alors disponible. Et encore une fois, j'ai vu l'efficacité de la vaccination qui cassait la courbe épidémique classique en cloche. J'ai vu aussi à travers cette méningite à méningocoque l'évolution des stratégies de vaccination. D'abord, on intervenait sur une épidémie déclarée pour la stopper. Maintenant, on vaccine en préventif pour éviter l'épidémie. Et aujourd'hui, grâce à la vaccination de masse, la méningite à méningocoque a quasiment disparu de toute l'Afrique sahélienne, où elle était un vrai fléau. J'ai vu aussi, en tant que médecin militaire, la disparition de la méningite à méningocoque dans les armées grâce à la vaccination. Enfin, j'ai participé à la dernière phase de l'éradication de la variole. On continuait à l'époque à vacciner et on traquait les derniers cas. Mais ce que j'ai appris avec la vaccination contre la variole, c'est l'importance de la logistique et en particulier du maintien de la chaîne du froid pour les vaccins que l'on utilisait à l'époque, d'étécoque polio. Nous avions besoin de transporter les vaccins à une température maximale de 4 degrés et c'était déjà complexe quand on sillonnait le désert à la recherche des nomades à vacciner. Par contre, le vaccin contre la variole était très stable et nous n'avions pas besoin de la chaîne du froid. Je pouvais laisser le flacon au soleil sans aucun risque. C'est ce qui explique en partie le succès de l'éradication. Et vous avez déjà entendu parler de certains vaccins contre la Covid-19 qui demanderont d'être stockés à moins 70 degrés et vous voyez les contraintes que cela va poser. Alors, nous allons parler maintenant d'éradication, d'immunité collective et de réservoirs d'agents pathogènes. Vous avez ici une diapositive dans laquelle vous voyez les points bleus qui sont l'agent pathogène, le sujet vacciné avec une croix bleue et les sujets non vaccinés. Lorsque vous avez de 50 à 70% de sujets vaccinés, l'agent pathogène continue à circuler. Et la maladie est donc présente. Lorsque vous avez plus de 90% des sujets qui sont vaccinés, eh bien, l'immunité collective est atteinte, l'agent pathogène circule très peu, il ne peut plus y avoir d'épidémie, mais que des cas isolés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un réservoir de germes? C'est toute personne, et ou animal, et ou milieu, qui est dans un écosystème, et dans lequel un agent infectieux vit normalement et se multiplie. On peut avoir des cas de paludisme, par exemple en France, c'est le paludisme d'importation, mais le réservoir du parasite, il est en Afrique intertropicale, là où il est maintenu. Voyons tout d'abord le réservoir humain. C'est le cas, par exemple, de la rougeole, de la poliomyélite ou de la méningite à méningocoque. Vous voyez ici la population avec les sujets sains qui sont en bleu, ce sont les sujets réceptifs à l'éventuel agent pathogène, et des porteurs asymptomatiques, les porteurs sains. C'est ça le réservoir principal humain de ces maladies. Il peut y avoir bien sûr des cas isolés, sporadiques, qui entrent alors dans le réservoir, et on peut avoir une épidémie avec un réservoir de virus qui devient très important. Le réservoir humain explique pourquoi on peut éradiquer une maladie. Ça a été le cas de la variole, l'éradication étant la disparition complète de l'agent pathogène de notre planète. Pour l'instant, il n'y a que la variole pour laquelle on a l'éradication. Pourquoi on peut éradiquer une maladie lorsque le réservoir est humain? Parce que si on arrive à vacciner l'ensemble de la population humaine, eh bien, il n'y aura plus d'hôtes pour l'agent pathogène qui va donc disparaître. Alors, il y a en voie d'éradication maintenant la rougeole et la poliomyélite. Pour la poliomyélite, c'est presque atteint. Il y a encore quelques cas en Afrique intertropicale. Par contre, pour la rougeole, on en est loin, car même dans les pays riches, on a encore de la rougeole. Et en particulier, ce qui est navrant en France, où on continue
à avoir quelques milliers de cas de rougeole par an, à avoir des complications neurologiques, à avoir des décès. Alors maintenant, parlons d'un autre type de réservoir. Imaginez que vous êtes dans l'Afrique intertropicale, dans la forêt, avec un écosystème particulier, humidité, température et une faune particulière, avec à la fois un singe, le moustique Aedes et le virus qui circule du singe au moustique. C'est le réservoir de virus qui est formé par ce couple singe-Aedes dans lequel est maintenu en permanence le virus. La grippe humaine est aussi un réservoir qui est animal au début. Vous voyez ici les animaux qui peuvent transmettre la maladie directement à l'homme et ensuite la transmission se fait interhumaine avec la possibilité d'épidémie et même de pandémie. Là, le réservoir devient en grande partie humain. Mais lorsque, par la vaccination, par le caractère saisonnier de la grippe disparaît, eh bien évidemment, l'année suivante, à partir du réservoir, va se développer de nouveau une éventuelle épidémie. Alors, évidemment, les coronavirus, le réservoir dans le cas du syndrome respiratoire aigu sévère, c'est la chauve-souris insectivore, et avec un hôte intermédiaire, c'est la première fois que je vous parle d'un hôte intermédiaire, qui est la civette palmiste, qui, elle, va aller au contact de l'homme. Dans le cas du MERS-CoV-5, le réservoir est le dromadaire, et dans le cas du SARS-CoV-2, le réservoir est la chauve-souris, avec un hôte intermédiaire, le pangolin, et peut-être d'autres qui ne sont pas encore connus. La rage, évidemment, vous avez aussi un réservoir animal. Surtout, je vous parle de la rage parce que le vaccin est un vaccin thérapeutique. Pourquoi thérapeutique? Parce que lorsque vous inoculez le vaccin, la réponse immunitaire va être plus rapide que le virus lui-même vivant lorsqu'il est introduit par une morsure, par exemple, et le temps qu'il lui faut pour atteindre le système nerveux central, eh bien, le vaccin va être efficace pour l'éliminer et le tuer. Le troisième type de réservoir, c'est l'environnement, comme réservoir d'agents pathogènes et exemple du choléra. Là, vous avez un écosystème particulier avec des facteurs climatiques, des eaux estuariennes chaudes, peu salées, la prolifération de phyto et de zooplancton qui créent cet environnement favorable à la survie du vibrion cholérique. Et la contamination de l'homme va se faire par l'eau et par les produits marins, avec des cas cliniques et éventuellement des épidémies. Là aussi, si on arrivait à vacciner la totalité de la population mondiale, eh bien, le choléra ne disparaîtrait pas parce que le réservoir, c'est l'environnement. Alors, quelles sont les voies d'administration? Vous avez ici en bleu tout ce qui est les voies intradermiques. Il y a le patch intradermique, ce sont des micro-aiguilles qui sont implantées. Vous avez peu de vaccins pour l'instant, utilisent cette technique. Vous avez la voie intradermique pour le BCG, vous avez la voie sous-cutanée pour la rougeole et la fièvre jaune en vert, et vous avez la voie intramusculaire pratiquement pour tous les autres agents pathogènes. La voie orale aussi pour la polio, pour le vaccin oral. Le spray sont des techniques qui sont en train d'être développées, en particulier pour la grippe et pour la Covid-19. Alors, les stratégies de vaccination. Parlons des stratégies de vaccination. Le programme élargi de vaccination, qu'on appelle le PEV, a été lancé par l'OMS en 1974 pour rendre accessible à tous les enfants dans le monde la vaccination. Donc, vous voyez ici le listing de tous ces vaccins. Et ce qui est important à dire, c'est que si la baisse de la mortalité dans les pays pauvres, dans les pays des zones intertropicales, est liée en très grande partie à l'utilisation de ces programmes élargis de vaccination. En France, nous avons en 2018 11 vaccins obligatoires. Vous les voyez ici, avec diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, qui étaient obligatoires avant 2018, et ensuite les autres. Il ne faut jamais se relâcher dans les stratégies de vaccination.
sinon en cas de réapparition des cas et épidémie. Et là, je vais vous parler un peu aussi de mon expérience personnelle, en particulier de la fièvre jaune. Rappelez-vous, dans la fièvre jaune, le réservoir est un réservoir strictement animal. C'est-à-dire que même quand on vaccine correctement la population, ce qui était le cas dans les années 60, par exemple, en Afrique, où on ne voyait quasiment plus de fièvre jaune, mais dès que vous relâchez, ce qui s'est passé à partir des années 70, à cause des problèmes de troubles qu'il y a eu en Afrique, les systèmes de santé ne fonctionnaient plus. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la réapparition de la fièvre jaune. On a vu ça aussi en Russie lorsqu'il y a eu les troubles où nous avons eu les troubles en l'ex-URSS et lorsque cet ex-URSS a été démantelé, bien, il y a eu aussi un relâchement dans les stratégies de vaccination et la réapparition d'épidémies, en particulier de diphtérie, de coqueluche. Vous avez ici les vaccinations que l'on pratique en France, le calendrier vaccinal. Vous voyez chez le nourrisson et l'enfant, avec les différents types de vaccins, à partir de l'âge de 6 ans, donc une vaccination tous les 5 ou tous les 10 ans, puis chez l'adulte, vaccination d'étécoque polio tous les 10 ans, et le zona entre 65 et 74 ans, une injection, la grippe tous les ans, et pour les jeunes filles, le papillomavirus. Le vaccin Zona est un vaccin à virus vivant atténué. Il est recommandé chez les adultes, je vous l'ai dit, y compris chez les sujets ayant présenté déjà des épisodes de Zona. Il est contre-indiqué chez les sujets immunodéprimés. Donc, même si vous avez fait la varicelle, elle ne vous protège pas contre le Zona. Donc, une seule injection. Donc, vous voyez qu'une vaccination complète de l'enfant de la 8e semaine jusqu'à l'âge de 1 an et demi, c'est 10 injections. De 18 à 64 ans, pour un adulte, ce sera seulement 5 injections. Et à partir de 65 ans, pour un adulte, une injection par an pour la grippe et une injection tous les 10 ans. Alors, nous allons parler maintenant des idées fausses, des rumeurs, des risques qui expliquent la réticence à la vaccination. L'autisme peut être lié à des vaccins, c'est ce qu'avait publié Andrew Wakefield. Cela s'est avéré évidemment faux, les publications ont été retirées et aucun lien entre autisme et rougeole en particulier n'a été mis en évidence. Le vaccin hépatite B produit la sclérose en plaques. Là encore, aucune étude n'a permis de montrer cela, mais la conséquence avec la pression des anti-vaccins a été que le vaccin contre l'hépatite B a été temporairement interdit, supprimé en France par Bernard Kouchner. Heureusement, la vaccination a repris quelques années après. Le DT-coque polio, responsable de la mort subite du nourrisson, vous en avez peut-être entendu parler, bien sûr, cela est faux. Enfin, la vaccination rend les femmes stériles, et moi, j'ai vécu ça personnellement en Afrique, en particulier dans le nord Cameroun, où des équipes africaines ont été tuées car elles venaient pour vacciner. L'amélioration de l'hygiène de l'assainissement feront disparaître les maladies. Les vaccins sont donc inutiles. Alors, c'est vrai que l'amélioration de l'hygiène et de l'assainissement a été très important pour lutter contre les maladies infectieuses dans les pays riches et que les vaccins, les antibiotiques ensuite sont arrivés pour compléter cette lutte et la rendre indispensable dans certaines maladies. Par contre, et il faut le dire, dans les pays en développement, en particulier dans les pays de la zone intertropicale africaine, où l'hygiène et l'assainissement ne sont pas encore au rendez-vous, eh bien, les vaccins sont absolument primordiaux. Mieux vaut s'immuniser par la maladie que par les vaccins. Oui, sauf qu'il ne faut pas que la maladie tue, ou il ne faut pas que la maladie rende impotent. Donc, il faut se vacciner. Les maladies évitables par la vaccination sont quasi éradiquées de mon pays. Pourquoi se vacciner? Il n'y a vraiment pas de risque. Eh bien, là aussi,
quand je vous ai parlé de la vaccination altruiste, à partir du moment où le virus circule toujours, même à très bas bruit, eh bien, si on arrête les vaccinations, on va de nouveau voir les maladies exploser. Et à propos de risque, de perception de risque, je peux aussi vous raconter mon expérience concernant la vaccination contre la fièvre jaune. Lorsque j'étais au Cameroun, lorsque j'étais au Burkina Faso, à propos de l'épidémie de fièvre jaune dont je vous ai parlé, eh bien, j'ai vu, à un moment de cette épidémie, arriver dans mon laboratoire des personnels expatriés me demandant d'être vaccinés. Alors, j'étais étonné parce que normalement, la vaccination est obligatoire pour rentrer dans le pays. Donc, ils me montraient leur carnet de vaccination et je voyais qu'ils avaient été vaccinés sur le carnet, comme je disais à l'époque. En fait, ils n'étaient pas vaccinés. Ils avaient fait pression à l'aide, quelquefois, d'une petite corruption financière pour se faire vacciner sur le carnet. Alors, je leur demandais, mais pourquoi vous ne vous êtes pas fait vacciner? Ils disaient, parce qu'on n'a quasiment pas de risque d'être contaminé par la fièvre jaune. Le risque est extrêmement faible, mais il existe. Donc, vous voyez que quand la population a la perception que le risque est faible, eh bien, elle peut être réticente à la vaccination. Et lorsque j'ai participé à la lutte contre la vaccination, par la vaccination contre l'épidémie de fièvre jaune au Burkina Faso, j'étais toujours frappé par le fait que lorsque nous arrivions sur le terrain, on n'avait pas besoin de faire de publicité, il y avait déjà les queues pour pouvoir se faire vacciner, car les gens avaient vu sur le terrain ce que donnait l'épidémie. La grippe est une maladie bénigne et le vaccin est peu efficace. Alors d'abord, la grippe peut tuer, en particulier chez les personnes à risque, on les connaît. Le vaccin est moins efficace qu'un vaccin contre la rougeole, par exemple. Il a une efficacité de l'ordre de 60 à 70%. Mais lorsque l'on est vacciné, au moins, on est sûr de ne pas faire de forme grave de la maladie. Les vaccins ont des effets secondaires nocifs à long terme qui ne sont pas encore connus. Alors ça, c'est faux pour les vaccins qu'on utilise depuis plus de 50 ans, d'étécoque polio, plus récemment la rougeole. Évidemment, pour les vaccins qui sont produits actuellement ou récemment, effectivement, on ne connaît pas d'effets secondaires nocifs à long terme. Mais ce qu'il faut dire, c'est que quand on connaît les modalités de fabrication, les techniques utilisées pour fabriquer le vaccin, on sait dans ces cas-là que le vaccin n'aura pas d'effet à long terme. Donner à un enfant plus d'un vaccin à la fois ralentit la réponse immunitaire et augmente les effets secondaires. Pour les effets secondaires, je vous en ai déjà parlé, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant est soumis à la naissance à une stimulation antigénique extraordinaire. 30 milliards de bactéries intestinales, 3000 milliards d'antigènes qui vont permettre au système immunitaire de se mettre en place dans les 6 mois. Les vaccins en 2018 contenaient seulement 200 molécules antigéniques et 3000 dans les vaccins qui étaient utilisés dans les années 70-80. Alors pourquoi ce manque relatif de confiance? D'abord, souvent, on nous parle de vaccination obligatoire et recommandée. Pourquoi certaines sont obligatoires, pourquoi d'autres ne sont pas recommandées? La réponse est difficile. C'est une question de stratégie gouvernementale. Il y a plusieurs types de vaccins, combinés, conjugués, il peut y avoir des ruptures de vaccins, des ruptures de stock. Tout cela trouble le message. Et puis, le manque relatif de confiance est lié à un certain nombre d'événements. On en a parlé tout à l'heure avec l'autisme, etc. Mais on avait arrêté la vaccination contre l'hépatite B. Alors, les gens se posent la question, si un ministre a arrêté la vaccination, c'est qu'il y avait vraiment des effets secondaires. Après, on s'est aperçu, en fait, que c'était la pression des lobbies anti-vaccins et que dans la réalité, il n'y avait pas de liaison entre hépatite B et sclérose en plaques, je le répète. L'échec de la vaccination contre la grippe H1N1 en 2009 a fait aussi beaucoup de dégâts. Pourquoi? D'abord parce qu'on a su très tôt que c'était une grippe bénigne. Et ensuite, que la stratégie de vaccination a été mauvaise en voulant, par exemple, dans des zones, regrouper tous les gens, leur faire de longs déplacements, et en fin de compte, les Français n'ont pas répondu. On avait oublié de mettre les médecins généralistes dans la boucle de la vaccination. Enfin, il y a eu un cas où l'arrêt de la vaccination
a été lié à une complication. C'est le cas de la dengue. La dengue avait franchi toutes les étapes de la vaccination, la phase 1, la phase 2, la phase 3. Et lorsqu'on est passé à la phase 4 avec la surveillance des effets secondaires, on a vu au bout de quelques mois l'apparition de décès chez des enfants par une réaction immunologique qui était trop violente. Et donc, la vaccination contre la dengue a été arrêtée. Alors, là où on peut rassurer les gens, c'est de leur dire que lorsqu'un nouveau vaccin est introduit, il y a une pharmacovigilance qui est très importante, très précise, qui est mise en place et qui permet de repérer très rapidement un effet secondaire grave. Alors, les anti-vaccins, les lobbies anti-vaccins ont toujours les mêmes arguments, celui de la sécurité, bon, on en a parlé, la vénalité, hein, ce sont les laboratoires qui veulent faire beaucoup d'argent. Bien sûr qu'il y a de l'argent qui est en jeu dans toutes ces stratégies de vaccination. L'argument de la naturalité, hein, on transgresse l'ordre, équilibre naturel ou divin. Et enfin, bien sûr, l'argument de la liberté, je suis libre de faire ce que je veux en matière de vaccination. Et pourtant, il faut quand même dire la confiance qu'ont les gens dans la vaccination. Même si les sondages paraissent quelquefois montrer qu'il y a une réticence, ce qu'on peut dire, c'est que le taux de couverture vaccinale, c'est-à-dire le pourcentage d'enfants correctement vaccinés, est de 97% pour le DT-Coq polio et l'hémophilus influenza B. Il est un peu plus faible pour la rougeole, ce qui explique qu'on n'arrive pas à l'éradiquer. Pour l'hépatite B, on connaît l'histoire, et pour le méningocoque C. Il y a encore donc des efforts à faire. Tout ça, c'est des chiffres pour la France. Donc, on a certainement un manque d'informations pour motiver les gens. Il faut leur démontrer que l'efficacité de la vaccination est grande. Il faut savoir lutter contre les rumeurs et il y a des sites Internet qui ont été mis en place là-dessus. Il faut donc faire adhérer la population. Parce qu'il faudra créer de nouveaux vaccins. Pourquoi ? Bien, il y a des maladies infectieuses mortelles encore ou invalidantes pour l'enfant. La bronchiolite du nourrisson, la cytomégalovirose, la septicémie à streptocoque hémolytique du nourrisson. Il y a des maladies pour lesquelles nous n'avons pas encore de vaccin, les maladies parasitaires. On n'arrive pas à avoir de vaccin pour l'instant contre le paludisme, par exemple. Le sida, l'hépatite C, la dengue, je vous ai dit que le vaccin a été éliminé, le Zika, le chikungunya. Donc, pour conclure, je vous dis et je répète que la vaccination permet de se protéger à titre individuel, mais de protéger aussi les autres. C'est la vocation altruiste de la vaccination. Et je répéterai ce que je vous ai dit au début, c'est que les vaccins ont été une des réussites les plus importantes et impressionnantes de la médecine au XXe siècle. C'est toujours le cas et ça le restera de nos jours, mais nous avons vu avec les réticences qu'il faut également faire face à la façon dont les populations perçoivent l'impact des vaccins. Nous avons donc encore des sommets à gravir pour lutter contre les maladies infectieuses. Je vous remercie pour votre attention.